Ophtalmologue et spécialiste de la chirurgie réfractive, je reçois aujourd'hui le professeur Louis Offard. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette quatrième saison et ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast, dont l'objectif est toujours d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide des ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Louis nous parle de chirurgie réfractive, différentes techniques, mais également les perturbations visuelles résistantes comme les halos ou la sécheresse oculaire. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Merci professeur Louis Offard d'être aujourd'hui avec moi parce que tu es un spécialiste de la chirurgie réfractive, on se connaît depuis un petit moment déjà et puis là c'est le bon moment, début de la saison 4 de ce podcast Vision d'Expert. Je veux tenter cette année aussi outre le fait de découvrir des hommes, des chirurgiens, des médecins ou des optométristes, orthoptistes, tous les gens qui gravitent en ophtalmo. Je souhaite aussi rentrer un peu plus dans le détail de certaines techniques, certaines pathologies. Et aujourd'hui, la chirurgie réfractive m'intéresse beaucoup pour des raisons personnelles, parce que j'ai une fille fort myope et donc du coup, je vais devoir la faire opérer dans les années qui viennent. Et donc du coup, qui de mieux que toi pour nous parler de tout cela? Donc, ce que je vais faire, pour ceux qui ne te connaissent pas, et comme d'habitude, je vais te laisser te présenter toi-même. Bonjour Sébastien, merci pour ton invitation. Effectivement, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Ça fait effectivement quelques années qu'on se connaît et qu'on collabore ensemble. Et bien évidemment, la chirurgie réfractive, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'exerce au quotidien. Donc maintenant à la clinique Monticelli-Vélodrome à Marseille, auparavant au CHU de Marseille, où j'ai développé cette activité en parallèle de la chirurgie cornéenne pure et dure, avec les greffes de cornée et le kératocone et ce focus vers cette technologie tout à fait bluffante de la chirurgie réfractive en 2025. Ok, bah du coup, on va rentrer dans le détail. Moi, j'aime bien découvrir et te découvrir, puisque c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé. Comment est-ce que toi, tu as choisi finalement l'ophtalmologie pour tes études de médecine? Alors effectivement, déjà au lycée, effectivement, je voyais que médecine, quoi. Il y avait que ça qui m'intéressait, donc évidemment le cursus habituel, terminal C à l'époque, hein, dans maths, etc. Et puis, donc moi, j'habitais dans le Var, hein, donc coin un peu tranquille, on va dire. Puis je me retrouve à Marseille à 18 ans en médecine, et puis bah, ça marche bien d'emblée. Je passe ma première année sans grande difficulté. Et puis, naturellement, je me rends vers la chirurgie. Pourquoi? Bah, au cours de mon adolescence, j'avais rencontré un chirurgien, un orthopédiste, parce que j'avais eu un accident de la voie publique, tu vois, en scooter, etc., les trucs de gamin. Et ce type m'avait bluffé, tu vois, le chirurgien orthopédiste avec les cheveux longs à l'époque et tout. Je dis, ce mec, il est génial, je vais être comme ça plus tard. Et j'étais parti pour ça, pour être plutôt orthopédiste. Et puis finalement, au cours des stages, je me dis, tiens, les orthopédistes, il y en a beaucoup, etc. C'est pas si rare que ça. Et puis, bon, j'aimais bien la technologie, l'informatique, l'imagerie. Et je lui dis, tiens, cette spécialité-là qui est un petit peu obscure, c'est le cas de le dire, c'est l'ophtalmologie. Ces mecs, ils travaillent contre eux, on ne sait pas ce qu'ils font exactement. Et puis, bah, mes stages d'externat, j'ai eu l'occasion de faire des stages dans le service d'ophtalmologie de la Timone. Et puis après, bon, la préparation de l'internat. L'internat s'est très bien passé, j'ai pu choisir ce que je voulais. Et je me retrouve donc dans mon cursus d'internat à Marseille en chirurgie. Et alors malheureusement, j'ai pas pu accéder tout de suite à l'ophtalmologie, il n'y avait pas de place. Pendant un an, j'ai fait de l'ORL. Très, très belle spécialité, hein, mais ça m'a convaincu de faire de l'ophtalmologie. Parce que le nez qui coule en consultation, c'est pas ça qui m'excitait. Et au bout d'un an d'internat, j'ai pu accéder à l'ophtalmologie. Puis le cursus, bah, là aussi, c'est bien déroulé. Des bonnes rencontres à Marseille, en France, au cours de stages interchus, notamment à l'hôpital des 15 avec le professeur Laroche. Et puis au Canada, à Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Rosemont, ce qui font que bah, j'ai gravi tous les stades externes, internes, chef de clinique, praticien hospitalo-universitaire. Après, PUPH au sein du même service, et puis même j'ai fini chef de service à la Timone. Puis bon, malheureusement, le contexte hospitalier fait que j'ai dû faire des choix personnels dans ma vie pour essayer de développer mon activité dans les meilleures conditions possibles.
et qui font que malheureusement j'ai quitté le service public. C'était pas mon choix initial, hein, mais c'est voilà, la conjoncture faisait que c'était comme ça. Pour finalement traverser le boulevard et aller travailler à la clinique Monticelli-Vélodrome, qui est un très bel établissement et où j'exerce maintenant depuis 8 ans, et notamment au centre de chirurgie réfractive. Voilà comment ça s'est passé. D'accord, super, très bien. Et du coup, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai fossé hein, entre le public et le privé. Tu es resté longtemps dans le public. Du coup, tu devais voir, tu devais avoir des confrères qui bossaient dans le privé et qui devaient gagner 10 fois plus que toi. Et toi, qu'est-ce qui faisait quel était l'intérêt du public par rapport au privé pendant toutes ces années? Bah, ce qui est perturbant au début quand on passe dans le privé, c'est qu'on est seul. Ah oui, On perd ce travail en équipe, avec le contact avec les jeunes, les réunions de staff, etc. C'est ça le plus perturbant. Alors après, franchement, il ne faut pas se dire que c'est une question de rémunération, parce que quand on est PUPH à l'hôpital, on a quand même un secteur privé, ce qui d'accord. fait que le gap n'est pas si important que ça, honnêtement. Il ne faut pas partir pour l'argent. Ok. On part plutôt pour la liberté, pour s'alléger l'aspect administratif des choses. Bon, j'essaie de rester politiquement correct, mais dans le sens que les médecins sont quand même, la tendance actuelle, en tout cas, était de vassaliser les médecins hein, par l'administration, notamment, on devenait des véritables agents administratifs, et ce Ouais. qui me déplaisait fortement. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé, malheureusement, depuis mon départ. Mais moi, c'était un des principaux éléments, si tu veux, c'était les frustrations de ne pas avancer dans les projets, de se heurter à des problématiques de personnel, notamment sur lesquels tu n'as aucun pouvoir hiérarchique, donc tu peux pas faire grand-chose en fait. Tu subis et tu es vassalisé. Mais c'est vraiment pas une question d'argent. Enfin, en tout cas, quand on a un poste comme j'avais, le gap, il n'est pas si important que ça, franchement. Donc on D'accord. part. D'accord, ok, très bien. Parce qu'il y a aussi un côté souvent dans le public, c'est qu'on a accès à des études beaucoup plus facilement, à beaucoup de matériel. Ça t'a pas manqué, ça? Alors oui et non, parce que quand même dans les structures privées, comme dans celle à laquelle je travaille, il y a notamment un groupement d'intérêt scientifique et on peut faire financer des projets d'études assez facilement. Ça, à la limite, c'est peut-être même, enfin, même certainement plus facile que de mon expérience à l'assistance publique, où j'ai accès à des appels d'offres 2 fois par an. Si j'ai un projet, bah, à 99%, il sera suivi, hein, un projet bien monté, et on va avoir une assistance méthodologique, statistique, du data management. Ça, c'est assez bluffant. Eh oui. Franchement, c'est très étonnant. J'ai levé des centaines de milliers d'euros en arrivant en quelques mails, on va dire, hein, alors que ça me D'accord. prenait des mois, voire des années à l'assistance publique. Donc l'aspect scientifique, c'est plus l'aspect contact avec les jeunes, formation, où il y a encore des réticences à attribuer des postes dans le privé, notamment pour les internes, hein. Ça traîne un petit peu des pieds, quoi. C'est un peu dommage parce que finalement 90% des ophtalmos vont être installés en privé, hein, finalement. Et il y a certaines réticences encore à déléguer des internes en privé, en tout cas chez nous. Et ouais, ça. Et donc, du coup, en termes de chirurgie réfractive, puisque c'est la thématique que j'aimerais aborder avec toi, déjà, on va commencer par une définition. Est-ce que tu peux nous donner une définition de cette spécialité? Alors, la chirurgie réfractive, effectivement, c'est très large, hein, c'est la chirurgie des troubles de la vision. À l'heure actuelle, on est capable de prendre en charge l'ensemble des troubles de la vision, qu'il s'agisse d'hypermétropie, de myopie, d'astigmatisme, de presbytie. Ça concerne la chirurgie laser, mais également la chirurgie intraoculaire, hein. Il n'y a pas que le laser, il y a également les implants, qu'il s'agisse d'implants FAC ou d'implants cristallins, hein, de champ postérieur, qui nous aident en fonction des caractéristiques du patient, de son âge, de son type, sa typologie de problème visuel, de prendre en charge ces patients. Donc c'est extrêmement large, hein, la chirurgie réfractive. C'est pas uniquement le laser. Et ouais, c'est ça. Et donc, du coup, toi qui es maintenant à l'expérience, sans te faire offense, comment est-ce que tu vois l'évolution de ce marché? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment, j'ai pas mal, en plus, peut-être que c'est l'âge qui fait ça, mais j'ai pas mal d'amis dans mon entourage qui ont fait ça, et c'est le jour et la nuit pour eux. Et je comprends pas comment c'est pas plus développé. Qu'est-ce qui fait que, finalement, un patient sur deux, un patient sur trois, finalement, serait pas opéré et il y aurait beaucoup moins de porteurs de lunettes. Tout à fait, on est dans un marché français où il y a une énorme marge de progression. Alors, les choses évoluent, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur le marché, un petit peu en retard par rapport à certains pays nord-américains, comme bien sûr les États-Unis, mais le Canada, par exemple, avec l'ASICAMD, où c'est quelque chose de beaucoup plus usité, c'est une chirurgie qui est beaucoup plus réalisée. Mais en France, ça bouge, là, et il y a beaucoup de monde qui se positionne sur le marché. Alors, pourquoi cette limitation?
une méconnaissance des ophtalmologistes, hein. Effectivement, certains sont encore, bon, de moins en moins, mais sur d'anciens concepts, que par exemple l'hypermétropie, ça ne s'opère pas, ou la Ouais. presbytie, ça ne marche pas, ce qui est pas vrai, quoi, hein, depuis 15 ans, 20 ans. Bien sûr, ça s'est amélioré ces dernières années, mais il y a vraiment une méconnaissance de certains ophtalmologistes qui malheureusement déconseillent aux patients la chirurgie réfractive parce qu'ils ne la pratiquent pas, ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Et puis après, bien évidemment, il y a une question de coût. Il y a une question de coût, hein, euh, ça peut être assimilé à de la chirurgie esthétique Mhm. avec un reste à charge pour le patient, alors qui est très variable, hein. Tout existe, hein, en France, hein. Il y a le très haut de gamme, le service premium, le service plus bas de gamme avec les coûts afférents. Donc après, effectivement, tout dépend des choix du patient en termes de prise en charge, de suivi. Mais ça se démocratise quand même. Ça se démocratise. Et c'est vrai qu'il y avait un problème d'accessibilité du fait de certains coûts. Mais le marché français est finalement quand même, le coût est assez modéré par rapport à certains pays comme l'Allemagne, par exemple, où les tarifs sont beaucoup plus élevés, hein. Bon, bah, c'est lié aux caractéristiques économiques du pays, évidemment. Donc c'est en train de se démocratiser. Beaucoup de monde se positionne sur le marché avec une offre, on va dire, simplifiée, qui est moins onéreuse. D'accord. Parce que c'est vrai que on se rend compte que les mutuelles, ils viennent de plus en plus. Alors, ce qui paraissait complètement logique, hein, au lieu d'avoir des patients avec des lunettes progressives qui coûtent très cher, du coup, là, on va dire qu'une chirurgie réfractive, en trois quatre paires de lunettes, on la rembourse. Donc, pour elle, ça peut être intéressant sur une vie entière, avec en plus maintenant des vies qui s'allongent, des durées de vie qui s'allongent. Et donc, du coup, bah, ça paraît logique. Maintenant, j'imagine que le reste à charge, c'est quoi? C'est 50%, en gros, 70% selon les mutuelles? C'est très variable, ça s'améliore effectivement, mais ça reste très disparate en fonction des mutuelles et des contrats. C'est difficile de répondre parce que, évidemment, il y a une infinité de possibilités, quoi. Tout dépend du contrat. Bien sûr que si on cotise rien à sa mutuelle, faut pas espérer avoir un remboursement très important. Mais globalement, le reste à charge, il est entre 70 et 50%. Les très bonnes mutuelles vont prendre à peu près en charge la moitié du coût de l'intervention. La plupart du temps, c'est un peu moins, mais voilà, entre 70 et 50%, c'est quelque chose de raisonnable. Donc on peut espérer que ça s'améliore encore la prise en charge dans le futur, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça peut être une réflexion tout à fait logique et intéressante pour les assurances privées pour limiter les prescriptions de lunettes, hein. Alors les pouvoirs publics limite, maintenant on plafonne, hein, aussi les remboursements de lunettes. Donc il y a un petit équilibre qui se trouve là-dedans. Bien sûr, tout ça, c'est financier, bien évidemment, hein. Il y a un calcul derrière. Mais tout à fait, c'est quelque chose de très intéressant pour les mutuelles. Ça s'améliore. Voilà, ça s'améliore. On est loin d'avoir quelque chose de tout rose, mais ça C'est ça. s'améliore. Ok, bon, super. Et on va dire, je sais pas si tu communiques là-dessus, mais de toute façon, on peut le trouver facilement sur Internet. En termes de tarifs, ça donne quoi? On est entre 3 et 4 000 euros, peut-être un peu plus parfois? Oui, oui, alors même souvent un peu moins, hein, on va dire, il y a certains centres qui proposent des chirurgies LASIK à moins de 2 000 euros, par exemple. Bon, c'est pas la majorité. On va en trouver un certain nombre entre 2 500 et 3 000. Et puis, dans les centres avec une prise en charge un peu de qualité, effectivement, on va être entre 3 et 4 000 euros pour une chirurgie laser, hein, avec une prise en charge complète, un bilan préopératoire, un suivi post-opératoire tout à fait dans les normes de suivi, quoi. C'est ça, il n'y a pas que l'opération, il y a tout l'environnement qui va avec. En cas de problème, qu'est-ce qui se passe? En cas de retouche réfractive, combien de temps? Quel prix? Est-ce que c'est pris en charge? Voilà, il y a plein d'éléments à intégrer, effectivement, dans l'intervention. Alors, c'est que on a des patients régulièrement qui viennent uniquement pour le prix, Ouais, mais voilà, ce qu'il faut voir, c'est le package global. C'est pas juste une opération. Il y a un bilan, une expertise, une prise en charge post-opératoire. C'est comme les patients qui vont à l'étranger se faire opérer de chirurgie dentaire ou autre, et puis ouais. finalement, il y a pas de SAV, quoi. Donc, c'est Ça. exactement ça qu'il faut prendre en compte, hein. C'est la prise en charge et le sérieux de l'équipe qui s'occupe de vous, quoi. Ça, c'est capital, hein. Ok. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut, on reviendra un peu sur la retouche dont tu as parlé, puis c'est important, hein, parce qu'évidemment, on sait que la vue évolue tout au long d'une vie. Et donc, du coup, comment ça se passe si jamais il y a quelque chose qui dérape un petit peu à un moment ou à un autre, que tu peux pas prévoir, évidemment. Euh, si tu devais résumer un petit peu les différentes techniques de chirurgie, on entend parler de LASIK, de PKR, qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que tu schématiserais ça globalement pour le grand public? Alors, on va dire à l'heure actuelle, pour la chirurgie laser, il y a trois types d'interventions qui coexistent. Alors, bien sûr, la PKR,
la photokératectomie réfractive, qui date maintenant du milieu des années 90, hein, avec l'apparition du laser excimer, qui a supplanté les kératotomies radiaires, hein. C'était des incisions qu'on faisait au début des années 90, enfin moi j'ai pas connu, mais que nos prédécesseurs réalisaient. Donc bien sûr, le laser a avantageusement remplacé le bistouri, et ça a progressé jusqu'à l'heure actuelle. La PKR, c'est toujours quelque chose d'utilisé. Donc la PKR, ça consiste à réaliser du laser excimer à la surface de la cornée. Sur la cornée, il y a une couche de peau, l'épithélium, qu'il faut ôter avant de réaliser ce laser, parce que bah, l'épithélium, il cicatrise en permanence. Donc si on fait du laser sur l'épithélium, au bout de quelques jours, l'effet du laser serait annihilé par la cicatrisation. Donc l'inconvénient de cette technique, c'est qu'on est obligé d'enlever l'épithélium. Et qui dit enlever l'épithélium dit donc cicatrisation, récupération et phase relativement douloureuse. Alors c'est assez variable entre les patients. Mais la PKR, il faut compter 48 à 72 heures sous anti-inflammatoire antalgique à la maison, avec une récupération d'à peu près une semaine. Donc la PKR, moi personnellement, j'ai tendance à la réserver à certains cas particuliers où on ne peut pas réaliser des techniques plus confortables, notamment pour des questions d'épaisseur de cornée, par exemple, qui est un paramètre très important. Et ces techniques plus confortables, ben, c'est le LASIK, alors qui est réalisé maintenant depuis le début des années 2000, donc une technique bien éprouvée aussi, 25 ans qu'on fait ça, qui a bénéficié de l'arrivée du laser femtoseconde à peu près en 2004-2005. En fait, le LASIK, ça consiste à découper une lamelle de cornée, donc au lieu d'aller gratter l'épithélium, on va scalper la cornée, et jusqu'en 2004-2005, ça se faisait avec un rabot, un microkératome. Donc, qui dit dispositif mécanique, qui dit lame, dit accident possible. C'était rarissime, mais ça pouvait être catastrophique. En 2004-2005, le laser femtoseconde est apparu et le laser donc, a remplacé le bistouri. C'est-à-dire la cornée est disséquée, découpée depuis cette époque par du laser. Donc, bien sûr, laser dit système informatique, des sécurités derrière, ça a été la révolution. Dans le sens que moi, j'ai utilisé quelques années le microkératome, et puis rapidement, j'ai bénéficié du laser, et c'était révolutionnaire, dans le sens que on n'a pas du tout le même stress, parce qu'il ne peut pas se passer grand-chose, en fait, avec de la chirurgie laser. Bien sûr, ça a progressé, il y a eu des problèmes de réaction inflammatoire, de cicatrisation initialement, qui sont totalement réglés maintenant. Mais depuis 20 ans, c'est une chirurgie qui est probablement la plus sûre des chirurgies, toutes spécialités confondues. D'accord. Donc le LASIK, l'intérêt du LASIK, bah, c'est que la récupération elle est rapide, on est opérationnel dès le lendemain, on peut reprendre son activité professionnelle dès le lendemain, donc très bonne chirurgie. Et puis, depuis 2009, une troisième type de chirurgie est apparue, c'est la chirurgie lenticulaire, hein, ce qu'on appelle l'extraction lenticulaire ou le SMILE, hein. Je ne vais pas citer de marque, mais le SMILE en lui-même est déjà une marque. Euh, alors, c'est une technologie à laquelle je suis passé récemment. J'étais très, très attentif à son développement et j'étais pas tout à fait satisfait des premières générations de lasers parce que les résultats n'étaient pas à la hauteur, en tout cas dans mon expérience à moi. Et puis, avec l'arrivée des lasers femtosecondes de troisième génération, on va dire, il y a un switch technologique vraiment. Moi, je suis passé pratiquement exclusivement en smile. Pour tout ce que je peux faire en smile, je le fais en smile. Pourquoi? Parce qu'on élimine encore les quelques complications qui restaient avec le LASIK, notamment de problèmes de positionnement du capot, c'est-à-dire le capot peut être pas exactement là où il faut, ça peut faire des plis. En cas de traumatisme, ça peut se déplacer, c'était très rare, hein, Oui. mais il restait quelques complications qui pouvaient être potentiellement embêtantes qu'on élimine totalement avec cette nouveau type de chirurgie. Et depuis 3 ans à peu près, j'essaye de faire tout ce que je peux en smile, et c'est vraiment bluffant en termes de suite post-opératoire et de résultats, notamment sur l'hypermétropie, hein, peut-être on va en reparler après, mais il y a vraiment une évolution permanente des techniques. Après, on va dire, il y a un autre type de chirurgie, c'est la chirurgie de la presbytie. Hein, ça, c'est quelque chose qui pousse beaucoup actuellement, parce que bien sûr, ce sont des gens qui ont du pouvoir d'achat. C'est ça. Ils sont à un âge où ils peuvent financer la chirurgie beaucoup plus facilement que dans la vingtaine. Et la chirurgie de la presbytie aussi a beaucoup évolué. Là aussi, ça continue. Effectivement, il y a des changements technologiques, mais la chirurgie de la presbytie, ça reste grosso modo basé sur le LASIK, hein. Donc, il y a toujours un intérêt du LASIK, Ok. parce que la presbytie, à l'heure actuelle, elle se fait qu'en LASIK. D'accord. La chirurgie lenticulaire, là aussi, s'intéresse au sujet. Donc, probablement dans quelques années, on fera du presby-smile ou autre technique d'extraction lenticulaire. Mais le LASIK est encore une très bonne proposition pour la presbytie. Et on a des choses très intéressantes là aussi à proposer aux patients en presbytie. D'accord. Donc presbytie uniquement en LASIK et tout le reste va se faire sur les trois techniques restantes, hein. Exactement. Exactement. En fait, un chirurgien réfractif doit être capable de réaliser au moins ces trois techniques-là.
Et en fait, l'idée, enfin moi, ma philosophie, c'est de proposer au patient la meilleure solution pour lui, en fait. Hein. C'est pas une question de coût finalement, hein, parce que les coûts sont relativement similaires. Entre en tout cas, le LASIK et le SMILE, c'est pareil. La PEG-R, c'est généralement un peu moins onéreux parce que il y a moins de consommables, il y a moins de technologie qui est impliquée dedans, moins de redevances au laboratoire notamment. Mais l'idée, c'est de proposer la meilleure technique au patient, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment ça, que ce soit PKR, LASIK ou SMILE. L'idée, c'est de le conseiller. Voilà, moi, je pense pas au tarif, effectivement, au Ouais. patient. Mais il y a encore, les choses ont beaucoup changé avec le Smile, mais comme je disais, la PKR, ben, quelqu'un qui a une cornée fine, sans autres paramètres qui pourraient inquiéter, ben, on peut lui proposer une PKR. Euh, Quelqu'un qui fait des sports de combat ou qui est Mm. militaire, par exemple, on va lui proposer du Smile. Un presbyte, on va plutôt lui proposer du LASIK. Voilà, c'est une chirurgie totalement personnalisée, c'est du sur-mesure, quoi. Bien sûr. Et c'est pas une question de prix, c'est une question de compétence de votre chirurgien, d'être capable de s'adapter à votre cas et de vous proposer la meilleure solution pour vous, quoi. En fait, c'est ça la réflexion qu'il faut avoir en chirurgie réfractive. Et Et donc, du après, coup, bien Ce qui, sûr. ce qui va ce qui va être intéressant, quand on choisit son chirurgien, on va le choisir en fonction de quoi? Parce que c'est compliqué maintenant. Évidemment, vu que c'est une technique qui est intéressante, qui est novatrice, donc du coup, ça intéresse beaucoup les chirurgiens, il y a beaucoup de concurrence. Comment est-ce qu'on choisit? Alors, évidemment, si on est à Marseille ou dans sa région, on va venir chez toi, c'est une évidence. Ah, Mais super, si on super. est je dis au hasard, mais vers Perpignan ou à Lyon ou à Paris, comment on fait? Parce que l'offre est pléthorique. Bah alors c'est vrai que le bouche à oreille est encore finalement une des meilleures ressources de recrutement, je trouve encore en chirurgie réfractive. Alors bien sûr, ça évolue tout ça depuis quelques années avec Internet, les avis Internet, c'est quelque chose de capital. Alors est-ce qu'on peut se fier absolument à des avis Internet? C'est toujours pareil. Vous allez trouver une courbe de gosse, quoi. Il va y avoir des bons avis, toujours des mauvais avis. Mais c'est vrai que bon, on peut quand même avoir une idée sur la renommée du chirurgien. Mais le bouche à oreille, ça reste quand même quelque chose de très pertinent en chirurgie réfractive. Un patient content, vous en enverra trois, trois de ses connaissances pour être opéré. Un patient mécontent, ben vous perdrez 10 patients par contre. Hein. On peut estimer à peu près à ça le ratio. Donc, bien sûr, le bouche à oreille, je pense, reste quand même quelque chose de très important. Alors, bien sûr, on communique tous sur les réseaux, sur Insta, les sites web. Euh, c'est un faisceau d'éléments qui permettent de faire son choix. Puis la qualité de l'établissement, du plateau technique aussi est importante. Hein. Je comprends que ce soit pas évident à évaluer pour les patients éventuels. Mais voilà, il ne faut pas se baser uniquement sur le prix. Bien sûr, il peut y avoir une logique économique qui rentre en compte, bien évidemment. Mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte, ça c'est certain. D'accord. Également, là-dessus, on a vu qu'il y a un degré de tolérance, on va dire, avec la règle. Normalement, si je viens te voir pour une chirurgie réfractive, je suis pas censé régler, enfin, je suis censé régler la consultation. Comment tu fais de temps en temps pour dire, OK, ben, le patient prend rendez-vous au départ, il prend rendez-vous avec moi, je ne sais pas pourquoi il vient, et à la fin, donc du coup, peut-être qu'il sait pas qu'il est censé régler la consultation. Comment tu le gères ça au quotidien avec le patient? Bah, effectivement, bon, ben, on est obligé d'informer les patients, bien évidemment, c'est affiché, les secrétaires informent les patients, notamment certains patients qui bénéficient de couverture de tiers payants, quoi. Là, on est complètement dehors, c'est comme la chirurgie esthétique, hein, c'est du hors nomenclature. Ouais. Et effectivement, on est censé, lorsque c'est une motivation d'avis uniquement de chirurgie réfractive, de facturer l'ensemble des actes directement au patient sans remboursement. Après, bien évidemment, souvent, ça s'intègre dans le cadre d'un bilan ophtalmo avec une demande de prescription de verres correcteurs, etc. Donc, il y a des patients qui viennent uniquement pour chirurgie réfractive. Bon, là, c'est clair, hein, c'est hors nomenclature. Ou au cours de la discussion, de la consultation, on dit, bah, tiens, voilà, plutôt que faire des lunettes, on pourrait vous proposer cette chirurgie-là. Et le patient dit, bah, écoutez, faites-moi une ordonnance de lunettes et puis je réfléchis, je reviendrai. Donc voilà, il y a ces deux cas de figure. Donc forcément, c'est pas uniquement forcément à la charge entière du patient, ça dépend de la demande. Et souvent, ça s'intègre quand même dans un bilan d'ophtalmologie un peu plus global, mais dans lequel il peut y avoir une prise en charge par les assurances. Mais un patient qui vient uniquement pour ça, bien évidemment, on ne peut absolument pas faire une feuille de soins, quoi. Ça, c'est Bien tout à sûr. fait. D'accord. OK. Et autre façon, des fois, hein, qui doit être un peu complexe, c'est que on vieillit tous. On va tous se faire opérer un jour de la cataracte, mais plus ou moins tôt. Et on aurait besoin, évidemment, peut-être d'une chirurgie réfractive, mais c'est un peu tard parce que du coup, j'ai pas en profité longtemps, etc. Comment tu gères un petit peu cet écart-là quand on a 55, 58, 60 ans?
Bah, effectivement, la chirurgie de la presbytie, donc déjà, c'est une chirurgie très personnalisée, hein. On ne peut pas opérer tout le monde, hein. Moi, j'estime qu'à peu près 80% des patients sont opérables. Il y a 20% des patients, que ce soit en laser ou en implant, qui n'ont pas un profil psychologique ou des caractéristiques ophtalmologiques qui font qu'on peut leur proposer cette chirurgie-là. C'est Il y a deux pareil en pics. myopie ou pas? Oui, c'est pareil, effectivement. Après, bien sûr, chez le jeune, comme je disais, on est capable de corriger pratiquement l'ensemble des amétropies, hein. Actuellement, c'est la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, hein. Souvent, d'ailleurs, l'astigmatisme, dans l'esprit des gens, c'est pas corrigible, hein. Ils sont Ouais. étonnés, ils disent, ah, vous corrigez tout? Bah oui, oui, on rentre dans l'ordinateur votre problème de réfraction, et puis ça va être corrigé, il n'y a aucun problème, hein. Euh, mais voilà, il y a deux pics, en fait. Il y a la chirurgie réfractive laser de la presbytie. Alors, c'est rarement opérable avant 50 ans, hein. C'est possible, quelques patients entre 45 et 50. Mais la majorité des cas de chirurgie presbytie laser, c'est à partir de 50 ans. D'accord. Et puis un deuxième pic, un peu plus tard dans la vie, vers 65-70 ans, où on n'a pas les mêmes choix, les mêmes problématiques. Le laser, ça peut très très bien marcher, effectivement, de la cinquantaine jusqu'à 65 ans, en gros, avec une chirurgie simple, peu ou pas invasive, qui donne des bons résultats. Mais bien évidemment, lorsqu'on arrive vers le cadre des 65-70 ans, enfin plus 65 que 70 même, Ouais. se pose le problème, hein, le vieillissement de l'œil, la cataracte, où le laser peut fonctionner dans certains cas, hein. On sait qu'on n'a pas tous le même âge physiologique. Certains patients, à 65 ans, ils ont des yeux parfaits. Donc Ah à oui. ce moment-là, pour moi, il faut proposer qu'une chirurgie simple peut risquer. Mais effectivement, généralement, à partir de 65 ans, on va réfléchir aux implants intraoculaires parce que c'est une solution définitive et que le laser est déjà moins performant et surtout ne tiendrait pas dans le temps. Ouais. Donc là encore, l'idée, c'est de proposer la meilleure solution au patient en lui expliquant les enjeux, hein, les inconvénients, les avantages de chaque technique, les risques et de prendre la décision en connaissance de cause. Mais effectivement, la chirurgie laser de la presbytie, ça marche très bien. C'est pas forcément pour tout le monde. La chirurgie par implant, ça fonctionne également très bien. Le moment venu, là où la balance bénéfice-risque est positive, mais là aussi, hein, ça fonctionne. C'est pas forcément indiqué chez tout le monde, les implants intraoculaires. Il y a à peu près 20% des gens qu'on récuse, hein, quand même sur la presbytie. D'accord. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que, admettons, sur le tard, on décide de se faire un LASIK ou un smile, et puis en fait, 3 ans après, on voit que bah, la vue a baissé, bah, on dit bah oui, c'est la cataracte. Et là, on se fait réopérer finalement, alors que peut-être on aurait pu tout faire en même temps. C'est une question de discussion et de choix avec le patient. De lui expliquer, ben là, écoutez, on peut vous proposer quelque chose de rapide, peu invasif, peu risqué pour quelques années, en sachant que derrière, il faudra sans doute refaire quelque chose. C'est l'évolution de la vie, qu'on a quand même des solutions à vous proposer. Il y a 15-20 ans, bah, enfin, j'exagère un peu, 10-15 ans, ça posait plus de problème quand même, effectivement, la chirurgie d'implant en arrière d'un laser. Maintenant, on a quand même des appareils de mesure, des systèmes de biométrie, d'équation et qui donnent d'excellents résultats, même après une chirurgie laser. Maintenant, on peut tout à fait être opéré avec des résultats très satisfaisants avec des implants, hein. On a beaucoup moins d'arrière-pensée dans ce sens-là. C'est vrai Ouais, qu'à 10 ça. ça va Avant, être, c'était ça, ouais. ouais, ça va être compliqué. On se dit, oh, tiens, je vais revoir le patient dans 10 ans. Ça va être compliqué dans 10 ans. Bah non, maintenant, on a quand même des choses intéressantes à leur proposer. Mais c'est vrai que c'est une chirurgie très spécialisée quand même, hein, pour proposer le bon implant au bon patient avec tel ou tel type de laser. Il y a quand même une réflexion. Il n'y a pas de solution univoque, hein. Il y a plein d'études contradictoires, etc. Puis l'habitude des chirurgiens. Mais maintenant, on peut quand même proposer une solution satisfaisante au patient pour toutes les étapes de sa vie, quoi. Même s'il a été opéré à 50 ans, à 65 ans, on peut le réopérer avec des solutions techniques intéressantes quand même, hein. D'accord, très bien. Et donc, du coup, si tu parlais de retouches, je te disais que moi, ma fille, à 21 ans, elle est à moins 6,5 en myopie. Et donc, du coup, elle se stabilise, donc elle va pouvoir être opérée. A priori, la pachymétrie, il n'y a pas de souci. Combien est-ce qu'elle peut, euh, alors même si j'imagine qu'on ne peut pas le prédire, mais elle aura le droit à combien de retouches finalement? Alors, effectivement, 21 ans, ça semble être le minimum, notamment dans les critères de Randleman, hein, qui a beaucoup, c'est un auteur américain qui a beaucoup travaillé sur les scores d'ectasie cornéenne, hein. L'ectasie cornéenne, c'est la déformation de la cornée post-opératoire induite par la chirurgie parce qu'il existait une fragilité préexistante de la cornée. Et l'âge, c'est un des critères de Randleman et ça avait été estimé à 21 ans. D'ailleurs, c'est les critères qui sont retenus notamment par les militaires aussi, hein, pour incorporer un poste dans l'armée. Si on a été opéré, 21 ans reste un âge d'entrée incontournable. Donc voilà, c'est quelque chose qui se tient, c'est pas absolu, mais 21 ans, c'est le minimum. Alors effectivement, nous, on considère qu'il faut au minimum 12 mois de stabilité
de la réfraction, hein. Alors ça, c'est souvent intéressant d'avoir les patients qui viennent avec leur historique, les ordonnances, etc. Ça permet déjà de quantifier ça. Bien sûr. Malheureusement, il y a quelques cas de myopie qui sont des véritables maladies, hein, qui évoluent toute la vie. Et ça, on ne peut pas le prédire. Donc, effectivement, on peut être amené à proposer une retouche réfractive au patient dans sa vie. Alors, la PKR présentait quand même l'inconvénient d'une récidive de la myopie, tout au moins d'une partie de la myopie. Au bout de 10, 15, 20 ans, on revoyait la myopie revenir. Beaucoup moins avec le LASIK et beaucoup moins avec le SMILE aussi. On a quand même des techniques qui sont bien stables au cours de la vie. Néanmoins, voilà, il y a des caractéristiques propres à chaque patient qu'on ne peut pas prédire et des myopies fortes peuvent évoluer tout au long de la vie. D'accord. Il y a un vieil adage aussi de la grossesse. Ah oui. C'est un peu comme ça. Et si j'ai des enfants? Alors, les études récentes montrent qu'il n'y a pas d'évolution de la myopie, notamment du fait de la grossesse. Il y a un œdème en fin de grossesse qui peut modifier les paramètres visuels temporairement, mais il n'y a pas de modification avec les grossesses, sauf si on a une cornée pathologique, et notamment si on a un kératocone frustre, notamment, là, on peut avoir une influence hormonale et une évolution du kératocone avec la grossesse. Donc ça, c'est souvent une question qu'on nous pose, mais à quel âge je me fais opérer? J'ai 20 ans, mais si j'ai des enfants... J'attends 35, 40 ans. Non, voilà, c'est pas. A priori, il n'y a pas de modification de votre vue avec les épisodes de grossesse, notamment au cours de la vie. D'accord. Donc, du coup, en gros, on peut se faire opérer assez jeune, hein, on l'a dit, à partir de 21 ans. Admettons, un patient lambda se fait opérer à 30 ans, 45 ans, donc pour un pour rectifier sa myopie, on va dire, pour la supprimer. Déjà, on supprime tout ou en partie seulement. Bah là aussi, tout dépend de l'âge. Effectivement, un patient en pré-presbytie, on va dire, un jeune myope entre 40 et 45 ans, on va tester l'intérêt de ne pas corriger totalement sa myopie, de laisser un petit quelque chose, hein, mais voilà, il y a une question d'âge qui fait que, au fil des années, on accepte de plus en plus ce qu'on appelle cette monovision, c'est-à-dire chez le myope, en fait, ça consiste à laisser de la myopie pour corriger la presbytie. Avant 40 ans, ça ne marchera pas, hein. Le myope, il est habitué à bien voir avec ses lunettes ou ses lentilles, il ne va pas du tout accepter qu'on laisse de la myopie résiduelle. Entre 40 et 45 ans, on peut commencer à induire un petit reliquat de myopie de 0,25 à 0,50, voilà, c'est pas grand-chose, hein. Mais ça suffit à donner de la profondeur de champ. Et puis, passé 45 ans, bah oui, on va progressivement augmenter cette monovision pour essayer de donner aux patients la vision de près. C'est très patient dépendant, hein, et le dosage, il n'y a pas de règle absolue. Bon, ça va être au niveau de la consultation préopératoire, on va tester la tolérance du patient à cette monovision, éventuellement la simuler sur ses lentilles, hein. Par exemple, si c'est un porteur de lentilles, on peut mettre une lentille un petit peu sous-corrigée sur l'œil non dominant, et pour tester un peu dans la vie de tous les jours comment ça se passe. Et voilà, on n'a pas forcément une très bonne tolérance à la même monovision avant l'âge de la presbytie, hein. Donc, des fois, malheureusement, on est obligé d'informer le patient que, bien sûr, on va le corriger de loin, que quelques années plus tard, il aura à nouveau besoin de lunettes de près, et qu'à ce moment-là, on rediscutera éventuellement de corriger sa presbytie le moment venu, lorsqu'il est D'accord. acceptable. Oui, ça, donc on peut faire deux cas différents en fait, hein. On va d'abord corriger la myopie, 30 ans, et puis 45, 50, bam, presbytie qui arrive. On va pouvoir retravailler. Alors, ça sera pas forcément une retouche du coup, puisque ce sera pas forcément la même technique, mais Exactement. à ce moment-là, on traite le deuxième problème. Exactement. Puis les techniques évoluent en permanence, hein. Les patients qu'on opère aujourd'hui, dans 15 ou 20 ans, quelle sera la technique? Mais par contre, on reprend des patients qui ont déjà été opérés il y a 15 ou 20 ans. Du LASIK, par exemple, hein, on peut tout à fait retrouver la cicatrice de l'opération même 20 ans plus tard. Alors après, ça peut se retraiter en LASIK, ça peut se retraiter en PKR, en surface notamment. Voilà, l'idée, c'est toujours d'être le moins invasif possible et d'entraîner le moins de risque possible pour le patient. Mais on peut retoucher les patients même à distance dans la plupart des cas. Voilà. D'accord, très bien. Donc on a vu tout ça, c'est intéressant. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le sujet un peu délicat. A priori, évidemment, toute technique n'est pas infaillible et il peut y avoir quelques soucis, on appelle ça des perturbations visuelles résistantes. Quelles sont-elles déjà? Alors, il y en a tout de même de moins en moins, hein. C'est quand même beaucoup plus limité qu'il y a une dizaine d'années. Alors après, la technique chirurgicale en elle-même, les risques chirurgicaux, ils sont pratiquement virtuels avec les systèmes qu'on a actuellement. D'accord. C'est pas l'intervention le problème, parce qu'il y a un souci pendant l'intervention, tout s'arrête globalement, et soit on arrête définitivement, soit on reprend là où on en était. En post-opératoire, les risques, l'infection, ici, de l'ordre d'un cas sur 10 000 à un sur 20 000 à peu près, c'est pas plus risqué de se faire opérer que de porter ses lentilles, hein. Le D'accord. risque de Oui. petite infectieuse chez un porteur de lentilles est un cas sur 10 000. Donc finalement, voilà, ce risque est assez limité. Bien sûr qu'il existe, hein, on ne peut pas dire qu'il y a zéro risque, mais il existe. Mais il est très limité.
La sécheresse post-opératoire, ça s'améliore avec les nouvelles techniques qui sont un peu moins invasives, mais là aussi, il faut évaluer le patient en préopératoire. Et c'est souvent ça qu'on entend dans les médias, sur les réseaux, c'est les problèmes de sécheresse catastrophique post-opératoire. C'est très rarement de nouveau, quoi. Généralement, c'est un patient qu'il ne fallait pas Ouais. opérer, qui avait une Eh oui. surface oculaire perturbée, qu'il ne fallait, qui a des traitements, il y a une iatrogénie, des antidépresseurs, des anxiolytiques ou des maladies inflammatoires qui font qu'il ne fallait surtout pas toucher ce patient avant. Donc ça, c'est l'importance du bilan préopératoire. Mais effectivement, un des principaux effets secondaires transitoires de la chirurgie réfractive, c'est tout de même le syndrome post-opératoire. On va induire quelques semaines et quelques mois de perturbation de la surface oculaire qu'il va falloir traiter avec des anti-inflammatoires, des lames artificielles. Ça, on ne va pas y couper. Alors, bien sûr, tout dépend de l'âge, hein. À Ouais, 20 ans, ça va aller beaucoup plus vite qu'à 50, hein. bien sûr. Mais voilà. Et ça aussi, il faut être capable de dire non au patient, ou tout au moins de préparer la surface oculaire du patient pour l'opérer dans des bonnes conditions, avec des larmes, des anti-inflammatoires pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois avant l'opération. Donc ça, c'est très important. Et c'est souvent ça qu'on entend, en fait, hein, dans les médias, dans les cas de résultats catastrophiques. Après, les problématiques de halo, de mauvaise qualité de vision nocturne, c'est, ça a pratiquement disparu. On va dire, si on utilise la bonne technique de laser pour le bon patient, il faut toujours évaluer la taille des pupilles, la bérométrie cornéenne avant l'opération. Et c'est vrai qu'en LASIK ou en SMILE, on a des zones de diamètre de traitement maintenant de 6,5 à 7 mm, ce qui est absolument énorme. Il y a 20 ans, on traitait à 5 voire 5,5 mm. Donc, c'est-à-dire la taille du traitement était inférieure à la taille de la pupille du patient. Donc, D'accord. bien sûr, il y avait des effets de bord, ça pouvait entraîner des halos nocturnes. Et même sur les myopies fortes, maintenant, -8, -9 dioptries, par exemple, on va plus entraîner d'induction de halo. Certains patients ont des troubles visuels nocturnes du fait de leurs caractéristiques, mais on ne va pas les augmenter. On va peut-être pas les supprimer, mais on ne va pas les augmenter. Et la plupart des patients qui ont une anatomie normale vont avoir une qualité de vision excellente, aussi bien le jour que la nuit maintenant. Oui. Donc, avec la technologie, l'ensemble de ces effets secondaires ont pratiquement disparu, quoi. Bien sûr, le syndrome sec, ça reste quelque chose d'essentiel. Et là, il faut faire attention, bien évidemment, parce que c'est lié à la technique chirurgicale qui va perturber le film lacrymal. Donc, il D'accord. faut se méfier. Il faut s'en méfier. D'accord. Alors, augmentation finalement grâce à la technologie, diminution de tout ce qui va être halo, éblouissement, effet de lumière, c'est dans les phares, hein, c'est ça qu'on disait, hein? Oui, oui, un peu comme effectivement avec la chirurgie des implants multifocaux. Mais Ouais. ça, en chirurgie laser, c'était vrai, comme je disais, il y a 10 15 ans, quoi. Maintenant, honnêtement, sauf cas particulier, sauf erreur, décentrement du laser, enfin, ce qui est pratiquement impossible à l'heure actuelle, on n'observe plus ces cas-là. Même pour des Ouais. fortes corrections. On a une telle qualité de correction, de respect de l'anatomie qui fait qu'on obtient des très bons résultats fonctionnels avec pratiquement peu ou plus d'effets secondaires de cet ordre-là, hein. Sauf D'accord. cas particulier, bien sûr, bien Ça. évidemment, il y avait un problème déjà préexistant ou une erreur de technique, quoi, on va dire. Ah ouais, donc du coup, d'où l'importance de faire un bilan vraiment très détaillé des pathologies du patient, etc., avant de l'opérer et pas opérer pour faire du volume, quoi, hein. Complètement, puis surtout avec un bon plateau technique, Ouais. up-to-date, hein, si on peut dire, qui permet de limiter l'induction de ces effets secondaires qui existaient avant, hein. Mais avec les plateaux techniques modernes, normalement, ça n'existe plus. D'accord. Très bien. Donc j'imagine de toute façon, tu es obligé hein, légalement d'informer le patient toutes ces choses-là. Comment est-ce que tu le fais d'ailleurs? Comment est-ce que techniquement, comment est-ce que tu informes? Tu le fais à l'oral, tu le fais par l'écrit, par un mail? Il faut l'ensemble de ces propositions. Bien sûr, la relation patient-praticien est essentielle, hein. On doit exposer ça au cours de la consultation. Généralement, j'agrémente avec de l'infographie, hein. J'ai des films, des animations qui correspondent à chaque type de chirurgie. J'explique au patient, voilà, on va choisir telle chirurgie pour telle raison chez vous. Voilà les effets secondaires possibles. Bien sûr, un dossier écrit, hein, qu'on peut dématérialiser, bien évidemment. Alors ça aussi, il y a une marge de progression. Il y a assez peu de solutions de dématérialisation de dossiers encore à l'heure actuelle, hein, quand même, malheureusement, mais ça commence à se développer. Et bien sûr, on doit remettre l'ensemble de ces informations par écrit. Alors il y a les fichiers CFO, mais ça, c'est le minimum requis, on va dire, hein. La fiche CFO, bien sûr, qu'il faut avoir dans son dossier, mais il faut réaliser un livret qui vous est propre,
un livret d'information. Moi, je donne un livret de 15 ou 20 pages aux patients. Alors, ils le lisent ou ils ne le lisent pas, Ouais. mais avec les paragraphes importants en rouge, notamment pour la chirurgie de la presbytie, où il y a encore plus d'informations. Mais il faut vous développer votre propre livret et puis avoir donné aux patients accès à des informations quand vous n'êtes pas en face de lui, hein. Donc, bien sûr, le site web est capital avec beaucoup d'informations, si possible des vidéos. Et puis, en fait, ce qu'on fait, effectivement, maintenant en préopératoire, on a réalisé des vidéos de conseils de ce qui va se passer pendant l'intervention, que j'envoie aux patients avant l'intervention. Et puis après, le post-opératoire, effectivement, les outils d'IA qui sont très intéressants, auxquels on s'est mis récemment aussi. Et là aussi, je trouve que c'est une grande avancée, hein, pour les relations avec nos patients. Et oui, ça, parce que c'est que moi je travaille depuis peu avec Romain Jaillant, hein, le fameux docteur parisien qui a développé Kali. Et donc, du coup, bah, je fais maintenant des démonstrations sur ce logiciel-là qui apporte vraiment, moi je trouve, une vraie avancée au rapport entre le patient et le chirurgien qui donne une certaine proximité, alors qui est un petit peu surjouée, on va dire, mais où le patient va pouvoir s'exprimer, exprimer ses doutes. Donc, du coup, l'intérêt de cette communication-là, c'est que le praticien apprend, comprend, tiens, ah, c'est bizarre, j'avais pas noté qu'on pouvait avoir peur de ça, bah, ok, je ferai attention. Et puis, ça simplifie énormément pour les secrétaires la relation avec le patient parce que toutes les étapes, hein, les conseils que l'on va donner préopératoire, mais aussi post-opératoire, c'est simplifié. Alors, évidemment, c'est une technologie qui se développe hein, depuis assez peu de temps. Donc, toi, tu me disais que c'était intéressant pour toi. C'est quelque chose que tu étudies, ça? Bah, effectivement, moi j'avais découvert l'outil Kali en janvier 2025 au congrès de Cathy-Guenem où Romain Jaillant avait fait un sujet. Puis en discutant avec quelques amis dans la salle, ils m'ont dit, ouais, parisien, essentiellement, ça s'est développé essentiellement à Paris au début. Ils m'ont dit, c'est très intéressant. Puis effectivement, moi je suis abonné à Kali hein, depuis un peu moins de 6 mois. Et je suis bluffé par l'outil qui est très simple à utiliser. En fait, là aussi, c'est pareil, hein, vous lui donnez vos datas, vous lui faites mouliner vos documents d'information. Et à partir de ça, il va renseigner de manière personnalisée vos patients en fonction de ce que vous avez écrit vous, et puis bien sûr les bases de données sur Internet. Et c'est génial parce que moi, j'ai des patients qui s'amusent carrément, quoi. Avec Ali, on a un retour en direct ce qui se passe. Moi, j'ai des patients, quand est-ce que je peux me baigner, quand est-ce que je peux faire de la bouée tractée, etc. Des questions effectivement auxquelles on n'avait pas pensé. Et l'outil répond très bien, quoi. C'est très pertinent souvent, hein. Après, il y a des questions plus importantes. Quand dois-je commencer mon traitement? Est-ce que je dois prendre l'antalgique ou l'anti-inflammatoire? Et c'est assez bluffant parce que ça répond de manière très pertinente. C'est très rare les fois où je suis obligé de reprendre la main et de répondre moi au patient parce que l'outil n'a pas su répondre. Donc c'est un gain fou de temps pour les secrétaires, effectivement, pour les questions qui reviennent tout le temps, hein. Quand est-ce que je peux me maquiller, etc., etc. Ça répond automatiquement, H24, Et oui, et c'est très rassurant, je trouve, pour les patients. Et alors que alors, je l'applique aussi à la chirurgie de la cataracte, hein, ça marche à tous les âges, quoi. C'est ça qui est génial, hein. C'est pas que la chirurgie réfractive, hein. Et non, franchement, c'est un très très bel outil qui est en plein développement avec certainement des options très intéressantes dans le futur, quoi. Mais j'ai embarqué l'aventure et je trouve ça génial. Bon, mais super. Eh bien, écoute, tu vois, parfait. On se rejoint là-dessus. Eh bien, écoute, merci Louis. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que pour les gens qui connaissaient mal la chirurgie réfractive, ben, maintenant, on a pu apprendre pas mal de choses. En tout cas, c'est mon cas. Je te remercie. Et puis, je pense que on se reverra probablement, peut-être pour la thématique de la cataracte ou pour une autre thématique. Merci Louis. À bientôt. Merci beaucoup, Sébastien, pour ta confiance. À bientôt. Salut. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Épisode très didactique, je crois, qui permet de mieux comprendre toutes ces techniques de chirurgie réfractive de plus en plus appréciées par les Français. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.